On se retrouve pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. Bonjour chers téléspectateurs, très ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une heure de ton, une heure de bonne information en santé et en bien-être absolu. Bonjour Willy, comment tu vas? Bonjour Blandine, je me porte très bien et toi? Je vais bien. L'honneur te va à merveille. Merci, je te rends le compliment, j'allais te dire que tu es violet. Ah ben voilà, merci beaucoup. Après tout, tu es un kessinotor. Effectivement, si tu insistes. Ne regarde pas par ici. Non, même pas. Je salue les téléspectateurs, bien évidemment. J'espère qu'ils se portent très bien. Certes, le plateau est bien garni avec, bien sûr, la team de mardi. Bonjour Ezekiel, bonjour Marie-Esther. Bonjour, bonjour William. Ah, j'aime ça. Affaire de compliments. Ezekiel, on va s'en sortir. Bonjour Marie, bonjour Ezekiel. Bonjour Blandine. Comment vous portez-vous? Tu sais, dans la vie, il faut être direct et précis. Il faut partir sur le bonjour. C'est pourquoi Ezekiel a décidé de ne pas en parler pour le moment. Je veux parler où? Alors vas-y, parle. Il faut dire ce que tu as sur le cœur. C'est pour ton bien-être. En tout cas, c'est toujours bien de faire des compliments. Hein. Oui. Mais bon, moi aussi, tu es très belle ce Merci, matin. je te rends d'ailleurs le compliment. Merci beaucoup, William. Après, tu me files. Ezekiel, tu es beau également. Ta robe. Ça fait toujours. Anitié, maman. Anitié. Merci. Anitié. C'est une affaire d'ethnie. Le bien-être. C'est dans quelle langue? Je sais pas. Quelle localité? C'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. C'est de la Côte d'Ivoire. Ouais, Je sais pas dans quelle c'est une ethnie ethnie. exactement. Mais en tout cas, Anitié. Anitié. D'accord, c'est pas grave. D'accord. Ça fait toujours du bien en fait de se complimenter, hein, Oui. d'aimer l'autre et voilà. C'est aussi le bien-être. C'est aussi le bien-être. Alors bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes très contents de vous retrouver encore ce matin dans le plateau du bien-être sur la télévision SOS Docteur TV. Merci pour votre fidélité, merci d'être toujours avec nous. Et ce matin, nous sommes encore là pour savourer ce moment ensemble et rester branchés. Restez branchés jusqu'à la fin de cette émission. Vous n'allez surtout pas regretter. Alors, Ezekiel. Bonjour à tous, un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Bonjour à tous les fans de Ronaldo qui ont vu leur goût sorti hier de la Coupe du Monde. Vraiment, on espère que le sommet a été de tout repos malgré tout. Et voilà, malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas un faux sport, mais demain, on en parlera beaucoup plus en profondeur. Bonjour aux fidèles du plateau du bien-être, j'espère que voilà, vous portez bien, c'est un plaisir toujours voilà, d'être avec vous, de partager voilà, ces temps de conseils, d'avis avec vous toujours. Toujours, et en parlant de conseils et d'avis, justement, la rubrique qui définit le mieux cela, c'est la causerie du jour. Nous allons y aller si vous êtes prêts. Prêt. J'espère que ça ne va pas trop chauffer sur ce plateau. Bon, on va voir. Commençons et puis on va voir ce que ça va donner. Quelqu'un a dit c'est devant qui est bon. Ouais. N'est-ce pas? Ok, je vais vous donner le thème de la causerie de ce matin, juste après le jingle. Voilà, notre causerie de ce matin nous dit ceci. Est-ce qu'on a réellement appris aux femmes comment traiter un homme? Est-ce qu'on a réellement appris aux femmes comment traiter un homme? Lily, pourquoi tu rigoles? Non, mais j'ai croisé le regard de Ezekiel et puis voilà. Peut-être qu'il cogite, je ne sais pas. Bon, moi je vais sauter déjà sur le sujet pour dire que ouais, ce n'est qu'un petit saut. Hein. Non, même pas, j'ai pris quand même toutes les dispositions nécessaires. Si le pire arriverait, j'active les parachutes et puis bon, voilà, je plane tranquille quoi. De manière de secourir parmi nous. Bon, je fais pas trop confiance. Hein. Vaut mieux planer en mode parachute. Alors, je disais, je vais donc d'entrée de jeu bondir sur le sujet pour dire que, bon, est-ce qu'on a réellement appris aux femmes comment traiter un homme? Cette question-là, elle est assez complexe et dense parce que ça touche beaucoup plus la famille, la société, les valeurs humaines, bien évidemment. Souvent,
dans de nombreuses familles, l'éducation, oui, je dirais que ça, la base, ça se repose beaucoup plus sur les tâches domestiques. Avec une fille, ça se repose beaucoup plus sur les tâches domestiques, ou quand on voit peut-être dans une famille, il y a une fille et peut-être 2 garçons, peut-être dans la famille, vous allez voir que souvent c'est la fille qui est beaucoup plus dans les tâches domestiques, aux petits soins, soit aider maman à faire des courses, préparer, s'occuper un peu de la famille, préparer également pour les frères, faire la lessive, bon, tout ce qui a trait aux tâches domestiques, c'est beaucoup plus la base de cette éducation-là qui est donnée donc à la fille, parce qu'on suppose que bon, après, elle sera l'épouse de quelqu'un, donc il va falloir qu'elle maîtrise un peu les tâches domestiques et tout. D'accord, on ne refuse pas, mais la question qu'on se pose, c'est que est-ce que ça suffit? Ça suffit largement pour être, pour entrer dans un foyer, pour être épouse, mais pour être mère. C'est là où la question se pose, parce que en le faisant, on oublie carrément le côté peut-être communication, tu vois, gestion de conflits par exemple, aborder certains sujets avec les enfants, parce qu'on sait que dans le couple, il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder entre 2 partenaires, sans tabou bien évidemment. Et s'il advenait que le monsieur peut-être voudrait aborder, c'est pas un sujet tabou, souvent c'est le sexe, et qu'il voudrait peut-être qu'au lit, ben, madame lui fait si, soit beaucoup plus comme ça va être un peu compliqué. Vu que à la base de cette fille-là, elle n'a pas eu cette éducation, je dirais, sexuelle, vous voyez, et elle n'a pas eu, on lui a pas donné la capacité, bien la possibilité de pouvoir discuter sur ce genre de sujet. Donc ça va être déjà un obstacle qui se pose à ce mariage-là. Est-ce que vous voyez? Donc je dirais que, bon, l'éducation, elle est donnée bien sûr à la fille, mais ça a des insuffisances. Ça a des insuffisances dans la mesure où tout ce que je viens d'énumérer, beaucoup de choses à donc évaluer, la gestion par exemple, il y a des conflits, comment s'y prendre, même aimer un homme aussi, ça s'apprend. Comment se tenir donc vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de son homme, comment arriver donc à connaître, ou bien comment arriver donc à prendre soin, pas prendre soin physiquement, mais à bien s'occuper de son mari aussi, ça s'apprend. Et si cette valeur-là n'est pas distillée, ou bien n'est pas donnée à la fille, ça va être compliqué une fois dans le foyer de pouvoir vraiment être à la hauteur, de pouvoir bien traiter un homme. Est-ce que vous voyez? Parce que un homme, c'est pas forcément de l'amour, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, amour, vie, les bateaux, mais toujours quand vous rentrez dans le mariage, c'est une autre réalité. Parce qu'un homme, c'est l'aimer, d'accord, mais il y a aussi le respect, il y a aussi la considération. Il y a beaucoup de choses, même dans des actes, dans des petits actes, dans des petits gestes, il y a beaucoup de choses à prendre en compte vis-à-vis d'un homme qui est un mari. Est-ce que vous voyez? Donc, si l'éducation à la base de la fille n'a pas pu donc toucher ces points saillants-là, je me dis, il y a forcément problème, il y a des insuffisances, et dans le foyer, il va y avoir un problème vis-à-vis de cela. Et c'est ce qui va faire que, bon, l'homme aussi, bon, si peut-être dehors ou bien au boulot, il y a peut-être une dame un peu joviale qui peut-être lui rend un service, ou bien qui fait quelque chose qu'il a kiffé, tout de suite, bah, il se prend sur ce côté-là, parce que bon, à la maison, c'est pas le cas. Et si peut-être il tente d'en parler, la femme, étant donné qu'elle n'était pas déjà ouverte à la base par rapport à cette discussion, si l'homme veut en parler, ça devient un problème. C'est comme si l'homme est en train de le taxer ou bien de la peindre en noir, alors qu'en réalité, c'est juste une discussion, bien un dialogue pour pouvoir remédier à tout cela. Donc, si c'est pas le cas, c'est compliqué. Et si l'homme aussi n'est pas peut-être un homme assez, je dirais, patient ou sincère, qui prend un peu le temps de pouvoir aider aussi cette dame-là à pouvoir connaître ces insuffisances dont je parlais, pour pouvoir l'aider, là, ça peut aller, si l'homme a cette patience. Mais s'il n'a pas cette patience, ça part tout de suite en dérive, et puis bon, dommage. Je m'arrête là pour le moment. Et je voudrais aussi toucher le point d'encourager l'infidélité. Non, je n'encourage pas l'infidélité. Ça, c'est des choses réalistes que je suis en train de dire. C'est pour cela que j'ai bien précisé. Il y a des hommes qui ont ces genres de femmes chez eux à la maison. D'accord? Mais il y a ces hommes-là qui sont assez patients, qui savent que, bon, au départ, elle ne maîtrise pas ça parce qu'elle a grandi dans un milieu où c'était pas possible ce genre de sujet. Donc, avec lui, il se donne, c'est pas, ce devoir-là de pouvoir aider sa femme parce que c'est lui le responsable de la famille. C'est lui qui voudrait que le foyer ait telle couleur ou bien telle, c'est pas telle image. Donc, c'est à lui maintenant de pouvoir inculquer ses valeurs à la femme, établir un cadre de dialogue pour la mettre en confiance
pour qu'elle puisse maintenant s'ouvrir, pour qu'il puisse aller de l'avant et se voir. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'effet réseaux sociaux qui influencent négativement aussi les foyers aujourd'hui, parce qu'avec les images caricaturales qui passent, où parfois on montre comme quoi il faut donc un rapport de force forcément avec l'homme. On parle d'émancipation qui est présentée sous une forme qui ne dit pas son nom, des rapports de force, il faut faire violence, il faut faire ci, il faut faire ci. Il y a beaucoup de choses quand même qui font que l'influence des réseaux sociaux agit aussi sur ces gens sur le foyer. Et vis-à-vis d'une femme, telle que je viens de la présenter, je pense que c'est dommage. Ok. D'accord. Donc, bon? Pour faire court pour toi. Je vais être là pour le moment. Non, pour le moment, il n'y a pas de souci. Je vais quand même écouter la vie des autres. Et après, je verrai quoi faire. Alors, qui s'y lance entre vous deux? Je sais que Marie-Esther va s'y lancer parce que depuis là, elle ne fait qu'écrire. Quand je parlais, c'est elle qui a remplacé Jacques aujourd'hui. Dis-nous ce que tu écris. Et je verrai quoi te dire de plus. En tout cas, en fait, tel que William le disait tout de suite, ce sujet c'est assez profond et c'est assez complexe aussi. Et on peut le percevoir sous plusieurs angles. D'accord? Et aujourd'hui, quand on parle de traitement vis-à-vis de l'homme, la femme dans le foyer, quel traitement vis-à-vis de l'homme? Déjà, quand on attend le sujet ou bien le thème, on peut penser peut-être que l'homme a un traitement qui est peut-être spécial ou bien unique en son genre, ou bien, voilà, qui doit être différent en fait de la femme. En fait, nous devons comprendre devons comprendre que en tant qu'hommes et femmes, nous devons de respect mutuel. Nous devons donner, la même valeur qu'on donne aux hommes, on doit donner cette même valeur à la femme. Et quand on parle de traitement que la femme doit donner à son mari, ce traitement-là aussi doit être un traitement, c'est-à-dire, si on rentre dans le cas de la femme aussi, ce sera un traitement, égal. Moi, je veux juste faire un petit crochet pour que les gens ne pensent pas que il y a un traitement qui est réservé, précis aux hommes, et un traitement, non. Ou bien le traitement des hommes est plus supérieur, ou bien il n'y a pas fait de supériorité ni d'infériorité. J'aimerais qu'on comprenne cela avant que je ne rentre dans le vif du sujet. Alors, quand on parle de traitement ici, souvent on dit, en général, on parle à la jeune fille déjà qui est toute petite, qu'une femme, tel que William le disait, une femme doit savoir comment gérer sa maison, doit savoir comment prendre soin de sa famille, elle a appelé à être dans un foyer et tout ça c'est bien, d'accord? Nous devons comprendre que cela dépend de l'éducation. Quand on parle de comment traiter son mari, cela dépend de comment tu as été éduqué également, d'accord? Ce que tu as vu aussi sous tes yeux, l'environnement où tu as vécu, comment peut-être tes parents ou bien tes soeurs aussi se comportaient vis-à-vis de leur mari ou bien vis-à-vis de ta maman vis-à-vis de ton père et tout ça. Cela dépend de tout ce que tu as vécu et comment tu as été éduqué. Et quand on parle de inculquer le traitement, la femme en soi n'a pas vraiment reçu un manuel ou bien pour dire que quand tu vas rentrer dans ton foyer, c'est comme ça tu vas traiter ton mari, c'est comme ça telle chose tu vas le faire, telle chose. Non, c'est pas ça. C'est en général. Tu dois être comme ça, tu dois faire bien prendre soin de ta maison, tu dois faire à manger à ton mari, tu dois faire les tâches domestiques et tout cela et tout ceci. Mais nous devons savoir que dans un foyer, la personne que tu maries, d'abord, vous n'avez jamais vécu ensemble. Peut-être que vous avez fait peut-être un cheminement de 1 an, 2 ans, mais tu ne peux jamais finir de connaître cette personne. Et peut-être que le traitement que ton père ou ton frère donnait à sa femme, ou bien tu ne peux pas, tu ne peux pas prendre ce même traitement pour venir, gérer ton foyer à toi. Il y a le traitement en général.
tu dois le respect à ton mari. Ton mari aussi te doit le respect. Tu sais que vous êtes ensemble pour marcher ensemble, cheminer ensemble pour une vision, pour un objectif. Vous devez vous respecter ensemble et faire des choses ensemble et prendre soin de l'autre. De la manière dont toi-même, si tu prends soin de toi, tu dois pouvoir prendre soin de l'autre aussi. Donc, je me dis que c'est en rentrant maintenant dans le foyer, tu verras déjà, toi-même, tu as peut-être un bagage par rapport à ton environnement où tu as été éduqué. Tu as maintenant un bagage et tu sais que envers ton prochain, envers ton mari, tu lui dois du respect. Tu lui dois, un traitement que toi-même, tu pourrais donner à toi-même si tu t'aimes vraiment. Donc, tu as déjà tout cela. Maintenant, en rentrant, tu vas devoir maintenant discerner et savoir, mon mari, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et sur quel ton je lui parle. Peut-être que ce ton-là, soit tu l'as pris de ton background, de là où tu as grandi, et peut-être que ce n'est pas peut-être pour lui faire du mal, mais peut-être pour ton mari, il va dire que non, telle chose, je ne le conçois pas. Donc c'est en fonction de tout ça là que dans la relation maintenant, ensemble, vous allez vous apprendre comment traiter l'un et l'autre. Maintenant aussi, il faut apprendre comment dire, on n'a pas appris à la femme, par exemple, comment quand tu rentres dans le foyer, comment gérer un conflit, comment communiquer clairement avec, mon homme, mon mari quand ça ne va pas, comment m'exprimer maintenant si, par exemple, il y a une situation qui me gêne, comment parler et avec quel ton, à quel moment aussi, comment faire tout cela. Donc, je pense que tout ça là rentre, quand on parle de traitement, ça rentre dans ce lot-là. Donc, aujourd'hui, je pense que cela manque aussi un peu déjà, dans nos sociétés, dans nos maisons, dans nos familles. Tous ces méthodes et tout ça là, cela manque aujourd'hui à une femme avant de rentrer dans un foyer. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui peut amener parfois... on va dire que telle femme ne respecte pas, telle femme n'est pas... Ça dépend de l'éducation. Et je pense que William disait aujourd'hui qu'on parle d'émancipation, que la femme aujourd'hui, les réseaux sociaux... Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous montrent beaucoup certaines choses qui ne sont pas forcément vraies. Et des fois, on peut te dire que choisis-toi en premier et tout ça. Oui, tu dois t'aimer, mais cela ne veut pas dire que ton mari ou bien la personne qui est en face de toi, l'homme qui est en face de toi, tu vas peut-être faire violence ou bien le ridiculiser ou bien le mépriser. Non, parce que je me dis, une personne normale, une femme normale, si tu t'aimes vraiment ton mari ou bien ton partenaire que tu as choisi d'être avec, tu prendras soin de lui. Tu vois un peu? Donc, je me dis, il y a tout ça. Et des fois aussi, il y a certaines femmes qui veulent aussi trop donner dans la relation, trop donner dans le foyer pour prouver en fait, jusqu'à s'oublier eux-mêmes, pour prouver jusqu'à leur amour ou bien pour qu'on puisse dire que je prends bien soin de mon mari jusqu'à ce que eux-mêmes ils s'oublient. Donc il faut savoir vraiment faire la part des choses et ne pas aussi suivre tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Quand on parle d'émancipation de la femme, c'est pas forcément aller manquer de respect à ton mari, aller aller faire violence sur ton mari ou bien sur ton homme. Ce n'est pas ça, émancipation de la femme. Je pense que peut-être après, on pourra revenir sur ça. Revenir encore. Tu as fait 1 heure de temps à parler. Il faut laisser Ezekiel parler. Tu vas revenir sur quoi? Il faut me laisser tranquille ce matin. Elle défend ses soeurs. Franchement, j'avais beaucoup à dire, mais je pense que le développement de Marie-Esther est l'exemple papa même de ce à quoi je voulais faire référence justement dans la vie que j'aimerais poser sur... Donc toi tu vas faire 5 minutes. Je vais faire bien que de commencer. Alors vous voyez que pour justifier peut-être le fait qu'on n'a pas besoin forcément d'apprendre à une femme ou bien de lui dire exactement comment traiter un homme, on a beaucoup parlé. Ça a beaucoup parlé. Et c'est ce qui se passe généralement par rapport à ce genre de situation. On parle beaucoup quand il s'agit de parler de comment est-ce que la femme doit faire, mais on ne parle pas beaucoup de comment est-ce qu'on doit faire face à l'homme. C'est là où mon problème réside, principalement quand je lis ce sujet. Déjà, il faut, en tout cas je pars du constat qu'il y a eu dans nos communautés, pas forcément dans nos communautés, mais généralement une éducation très genrée et une éducation limite incomplète, surtout par rapport aux femmes, parce que
on se dit qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait pas leur dire à un certain âge et qu'on n'arrive pas à leur dire lorsque elles arrivent justement à un âge donné. Et donc, je pense que ça crée un petit décalage aussi entre parfois l'éducation entre les hommes et les femmes. Bon, ça c'est un petit point que je dépose comme ça d'abord, avant d'aller dans le développement même de ce que je veux dire. Quand on parle de traitement ou bien d'un traitement vis-à-vis de ton homme, on parle de ton homme. On ne parle pas d'une éducation, en tout cas d'un traitement d'ECM. En ECM, on nous a tous dit que quand on voit quelqu'un, il faut le respecter, il faut être président. Ça, on sait. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même traitement dont on parle. Est-ce qu'on apprend généralement à une femme comment gérer l'ego de son homme? Comment faire face à un silence d'un homme? Un homme qui souffre en silence et qui n'a pas forcément besoin de s'exprimer. Est-ce qu'on a appris ça vraiment aux femmes? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus qu'il y ait un manuel dans lequel on l'apprend. Moi, je pense qu'on l'apprend en se servant des expériences qu'on a autour de soi. Et parce que, justement, on n'en parle pas assez, c'est difficile pour les femmes aujourd'hui d'être conscientes que, voilà, lorsque un homme traverse une situation donnée, en tout cas, ton homme traverse une situation donnée, parce que c'est très important qu'on en parle, hein. Ce n'est pas juste un homme, c'est l'homme, disons que l'homme avec lequel tu partages ta vie, la personne avec laquelle tu partages ta vie. Donc, ça rend la chose, ça décuple un peu les sentiments lorsqu'on en parle. Donc, est-ce qu'on apprend aux femmes justement à gérer ça? Non. Est-ce qu'on leur en parle? Non. Est-ce qu'on leur dit comment soutenir un homme, par exemple, sans forcément l'étouffer derrière? Parce que c'est aussi ça, traiter quelqu'un. C'est-à-dire que il faut savoir trouver le juste milieu avec la personne pour que ça ne soit pas trop invasif, ni trop moins, en tout cas pas assez pour le soutenir aussi. Donc, il faut que vraiment ça soit le juste milieu. C'est pour ça qu'on parle de traitement, justement. Donc, pour moi, il faut vraiment qu'on parle de ce genre de constat avant de pouvoir dire si est-ce qu'on l'a réellement appris aussi ou non. Donc, pour moi, c'est un grand manquement aujourd'hui dans les relations de couple, dans les foyers, parce que on parle beaucoup de comment un homme, lui, doit traiter une femme. Qu'est-ce qu'il doit faire pour combler ses attentes, ses besoins, etc. Sur ça, c'est 1000 articles, 25 000 vidéos sur les réseaux sociaux, 30 000 vidéos pour pouvoir expliquer ça, des podcasts, voilà, des podcasts à foison, hein, pour que, voilà, on dise, ok, un homme doit faire tant pour sa femme, pour qu'elle se sente bien traitée ou non. Mais quand il s'agit de l'homme, par contre, c'est 10 fois moins d'articles, 10 fois moins de vidéos, 10 fois moins de podcasts pour en parler. Moi, c'est ça le réel problème. C'est-à-dire que pourquoi on n'en parle pas de la même façon? C'est juste ça. Si on en parlait de la même façon qu'on le faisait avec les hommes, moi, je pense que le problème, on ne se posait même pas la question en réalité. Donc, le problème réside dans le fait de la communication par rapport à ça. Est-ce que les gens sont assez lucides pour comprendre que, ah, ok, c'est vrai que la femme a besoin d'un traitement spécial, mais derrière, il faut que l'homme aussi bénéficie de ce traitement-là. Et c'est justement parce que c'est ta femme et ton mari que c'est différent. Oui. C'est pas parce que je croise Blandine, je ne veux pas donner le même traitement que je demande à Blandine. Par exemple, Blandine, c'est une collègue. Donc, je la traite comme une collègue avec respect et politesse. Mais ma femme à la maison, peut-être que le respect et la politesse, ça n'a pas suffi. Il faut un peu plus. Voilà, donc, forcément, il faut que ça soit aussi, il faut que ça aille dans les deux sens. C'est le fait que ça n'aille pas dans les deux sens, justement, qui crée le décalage pour moi. Donc, il faut trouver le juste milieu et dire aux femmes, en tout cas, savoir communiquer avec les femmes, partager les expériences avec celles qui sont dans un foyer stable et qui savent réellement traiter un homme. Voilà, leur permettre de pouvoir partager leur expérience avec les autres femmes. C'est très important. Donc, pour moi, on ne peut pas traiter son homme de la même façon qu'on traite tout le monde. Son homme, c'est son homme. Il faut le traiter avec respect, oui, police, etc. Mais il faut plus. Il faut plus parce que il faut le traiter sur mesure, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment analyser son homme, le connaître et savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, pour justement lui permettre d'être épanoui à 100%. Bien évidemment, si derrière lui aussi fait ce qu'il faut, hein, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut traiter un homme, bien traiter un homme, qu'il ne faut pas que l'homme, lui, ne fasse pas le nécessaire pour que sa femme soit bien traitée. Donc, c'est un truc vraiment qui doit aller dans les deux sens pour moi, mais malheureusement, on n'en parle pas assez lorsqu'il s'agit des hommes. Il faut vraiment que ça change. Pour moi, il faut qu'on communique beaucoup plus sur ça parce qu'il y a des femmes qui attendent beaucoup, mais qui ne donnent rien. Malheureusement, dans un couple, la réciprocité est le fondement même donc de ce foyer. Donc il faut vraiment que ça existe. C'est pour ça que moi je dis que les femmes n'en savent pas assez, sur le fait de savoir traiter leurs hommes, en tout cas leurs hommes qu'elles ont à la maison ou dans leur foyer.
Bon, moi je pense que le défi se pose aux deux niveaux, hein, vu ce que tu as développé tout à l'heure, que ce soit au niveau de la femme que de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, bon, avant les mariages au début, je pense que c'était beaucoup plus mieux, c'est-à-dire avec nos grands-parents, bien nos parents, c'était quand même mieux par rapport au mariage d'aujourd'hui. Je sais que parfois lors des cérémonies de dot, il y a, c'est pas un tabou, un truc qu'on pose où la fille s'asseye dessus, où les tantes, bien les parents sont là à la conseiller, à lui dire ce qu'il faut faire exactement. En fait, ce sont des valeurs très, très, très importantes qu'on a finalement négligées. Le constat que moi je fais par rapport à ça, c'est que, William, c'est que, sans te couper, c'est que comment dire, les exemples parentaux, en tout cas les exemples qu'on avait, qui étaient les hommes qui étaient en tout cas les mieux placés, disparaissent de jour en jour. On n'a plus réellement ce genre d'exemple-là. Ce qui fait que la transmission est coupée. Voilà, c'est vrai. Et on dit que les hommes d'aujourd'hui ne sont plus comme les hommes d'avant. Exactement. Donc, plus les modèles parentaux disparaissent, moins on a des gens qui se comportent comme on le faisait avant. Donc, moi, je pense que c'est plus que naturel de voir aujourd'hui de plus en plus, en tout cas, de plus en plus de femmes qui n'ont pas cette notion-là, ou de plus en plus d'hommes aussi, qui n'ont pas la notion. Donc pour moi, c'est vraiment un débat qui repose sur l'expérience, qui n'est pas vraiment, en tout cas, qui n'est plus vraiment partagé par rapport à ça. On peut même prendre le cas aujourd'hui du fait qu'on parle d'émancipation des femmes. Oui, on est tous d'accord avec ça, mais il ne faut pas confondre, comment dire, similitude à égalité. C'est pas la même chose. Il y a une grande nuance qui existe entre ces deux termes. Et malheureusement, on confond vraiment ces deux termes-là. Ce qui fait aussi que certaines femmes pensent aujourd'hui même clairement qu'elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie. Effectivement. Donc voilà. Donc moi c'est parce que quelque part ils ont été coupés de la source, qui fait qu'il n'y a plus de transmission. Donc du coup tout le monde pense que bon, maintenant on maîtrise mieux, on connaît le mariage, il y a ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il y a eu des déceptions. Voilà, il y a des blessures qui sont à la base. Justement, bon, la faute à qui? Est-ce que c'est les parents qui peut-être, je sais pas, ont démissionné de leur responsabilité? C'est pas de la faute de leurs parents. Marie, si tu permets, au fait, aujourd'hui, on constate que le mariage n'est plus conçu comme avant. Moi, l'erreur que les jeunes d'aujourd'hui font, c'est qu'ils ne vont pas vers leurs parents pour leur poser des questions concernant le mariage avant de se lancer. Le parent est là et d'un coup, l'enfant il vient, il lui dit « Maman, je me suis trouvé un homme, maman, je me suis trouvé une femme, papa, je me suis trouvé un homme, etc. » Et dans les mois qui suivent, on organise le mariage sans toutefois prendre le temps d'apprendre à son enfant comment gérer les situations de crise dans un couple. Parce que moi, par exemple, il y a des choses qui me choquent, comme quoi, par exemple, le fait qu'il y ait des femmes qui pensent dans leur tête que, par exemple, à la Saint-Valentin, c'est uniquement les hommes qui doivent leur offrir un cadeau. Pourquoi est-ce que ça devait être comme ça? C'est ça. Est-ce que ça devrait être comme ça? C'est ce que la réseaux sociaux leur ont montré. En fait, par exemple, une année de mariage de plus, pourquoi est-ce que la femme ne peut pas prendre l'initiative d'inviter son homme au restaurant comme les hommes le font? Ça aussi, c'est l'éducation. Est-ce que ça, là, maintenant, c'est vrai que c'est l'éducation, mais quand même, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin des parents. On n'a pas forcément besoin des parents. Comme tu as l'habitude de le dire, il faut faire des mises à jour. Effectivement. Parce qu'il y a des parents aussi qui n'arrivent pas réellement à discuter de ces sujets-là. Parfois, c'est pas ignorance comme tabou avec leurs enfants. Alors que c'est très important. Parce qu'une fois que votre enfant quitte le foyer, c'est votre nom en fait. Quand ça se passe mal, on va dire que c'est vous qui n'avez pas bien éduqué votre enfant. Moi, je pense qu'on a donné trop de pouvoir à certaines personnes sur les réseaux qui aussi ont vraiment influencé ce comportement. Les coachs, j'avais pas envie de forcément... C'est là où je parlais de l'influence de taguer les coachs, mais je suis désolé. Elles ont nourri cet environnement dans lequel on baigne aujourd'hui. C'est-à-dire que on a communiqué sur ça d'une manière où les femmes se sont dit, mais attendez, nous, ok, nous sommes des reines, nous sommes des princesses, donc voilà, on va justement avoir un homme qui va pouvoir tout faire pour nous, etc. Et même si nous on donne rien en retour, bah, nous on va quand même tout recevoir et vivre la belle vie. Alors que c'est pas comme ça. Il y a le monde des bisounours, il y a le monde de la réalité. Et ici on est dans la réalité. Ici on est dans la réalité.
un homme, par exemple, aujourd'hui, oui, on est d'accord qu'un homme répare plus avec des actes. C'est-à-dire qu'un homme, quand il prouve rien à une femme ou bien à sa femme, la femme a l'impression qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que l'homme ne l'aime pas. Oui. Et quand les actes tuent pas, forcément, la femme est un peu déçue et elle ne se sent pas. Mais ce n'est pas la même chose. Un homme n'attend pas forcément des actes d'une femme. Il faut qu'une femme trouve les bons mots avec son homme. Ça répare tout. Une femme répare tout avec son homme, avec les bons mots, avec de la douceur. Ça répare un homme. Moi, je pense que pas n'importe quel homme, mais je pense que la plupart des hommes sont réparés par ça. Lorsqu'on lui parle bien, lorsque tu lui parles avec douceur ou que tu trouves les bons mots pour lui parler, ben, un homme, il te donne tout. En tout cas, s'il en a, il te donne tout. L'homme en soi, c'est le respect, quoi. La base, c'est... Voilà, exactement. En fait, on le dit souvent que l'homme, c'est la paix. Quand un homme, il a la paix, c'est fini en fait. Ouais, un homme, quand il a la paix, c'est fini. Moi, ce sujet-là, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Parce que, comme Ézéchiel a dit, on ne fait que tout le temps attaquer les hommes. Et les femmes, et l'inverse en fait. Et la responsabilité des femmes. Exactement. Voilà. D'où, nous, peut-être que nos parents n'ont pas eu l'opportunité de nous appeler, de nous éduquer à comment est-ce qu'il faut traiter un homme et tout ça. On nous apprend plus comment gérer la maison, comment... Aujourd'hui, les hommes ont besoin d'une femme qui peut construire des choses avec eux. Bien sûr. Tu apportes de ton idée, ton homme apporte de son idée et vous avancez, vous cheminez, vous construisez. Tu ne peux pas être dans la vie d'un homme et ne absolument rien foutre et n'attendre que voilà que l'homme seul il fasse l'homme a fait faillite. Moi j'ai beaucoup aimé le fait que Ézéchiel a mentionné la réciprocité là, c'est très 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 important. En fait aujourd'hui je me suis dit, hein, quand toi femme tu dis tu vas te marier, quelles sont les recherches que tu as eu à faire aussi par rapport à l'homme? Nous devons comprendre qu'on dit souvent l'homme fonctionne beaucoup plus avec la logique. Il est là, il pense, il réfléchit dans sa tête, mais la femme est beaucoup plus dans les détails. Donc il y a certaines choses, tu dois savoir que l'homme, peut-être que je peux lui parler, mais sur le coup, il peut ne pas te répondre, mais il est en train de réfléchir par rapport à quelque chose. Mais toi, la femme, peut-être que si tu ne sais pas ça, déjà, tu seras irrité parce que peut-être ton homme ne te répond pas et ça va créer une tension. Donc, il faut déjà savoir et faire des recherches parce que les parents ne peuvent pas t'inculquer tout cela. Mais toi aussi, tu dois prendre sur toi de faire les recherches, lire les livres, essayer de voir l'homme, comment il se comporte. L'homme n'est pas trop souvent dans l'expression et tout ça et tout ça. Et puis, après avoir fait des recherches, il faut faire des recherches sur son homme. Parce qu'il y a différents types d'hommes. Il y a des hommes qui sont très expressifs. Il y a des hommes qui sont réservés. Qui sont je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une formation de base. Et après, maintenant, avec votre homme, vous allez voir comment adapter cela pour pouvoir évoluer. C'est justement pour ça que je parlais de ça. Il s'agit de ton homme et de ta femme. Ça fait toute la différence. C'est pas l'homme de tout le monde. Les gens font cette erreur-là parce qu'il y a beaucoup de coachs, tel que vous le dites sur les réseaux sociaux. Telle expérience, les gens prennent pour généraliser toute situation qu'ils rencontrent dans leur couple. Malheureusement. Et aujourd'hui, les coachs aujourd'hui s'expriment des fois par des blessures non guéries. Et ils voient au travers de cela, parce que moi j'ai vécu ça dans mon foyer maintenant, ok, je suis là, je donne des conseils par rapport à ce que j'ai vécu. Alors que celui à qui tu donnes, en fait, moi je n'accuse même pas les coachs. Ce sont les récepteurs que moi j'accuse. Parce que c'est toi qui vis dans la maison avec ton homme, peut-être même si on ne va même pas jusqu'au mariage, parce que je pense que déjà quand on est en couple, quand on fait un cheminement, c'est pour pouvoir aller loin du couple. Dans le cheminement, là, il y a énormément de choses qui se passent. C'est toi qui connais la personne avec qui tu es. Si tu écoutes des conseils qui peuvent t'aider à pouvoir sauvegarder ton couple, c'est à toi de le savoir en fait. Tu ne peux pas tout consommer. C'est pas parce qu'on le dit que les autres le font, ça marche avec eux, que toi aussi tu vas te dire oui, si je le fais, ça va marcher avec moi. La personne qui est à côté de toi n'est pas ton homme en fait, n'est pas non plus ta femme. Quand vous êtes à deux, vous devez savoir en réalité la personne avec qui vous êtes. Parce que si vous allez prendre des conseils
qui ne vous avantage pas, le couple ne peut pas avancer. D'où les divorces aujourd'hui. Et c'est pour cela que William disait tout de suite qu'aujourd'hui, quand on parle d'égalité, émancipation, je pense que c'est ça qui a donné raison aux hommes maintenant de penser que c'est les trucs. Ouais, parce que c'est présenté sous une mauvaise forme. Exactement. Alors qu'il y a des gens qui se lancent sur les réseaux sociaux pour parler au travers de leurs blessures, alors que ce n'est pas ça. Par rapport au coach, moi j'ai lu un truc qui m'a fait vraiment rire, qui est très vrai. On dit, enfin, la personne a dit qu'on n'a qu'une vie, mais que toi tu es coach de vie. Tu as pris ta vie là où et tu as vu nous enseigner. Vraiment. En tout cas, c'est vraiment méditer. Tout le monde est responsable de ça. C'est drôle, mais c'est très vrai. Que coach de vie. Tu as combien de vie? Tu as eu combien de vie tu vas nous coacher? C'est vrai. Moi j'ai l'habitude de le dire. La vie est pleine de surprises, donc ne t'empêche pas de réfléchir. Exactement. Donc moi je pense qu'il faut vraiment éviter de prendre des conseils généraux sur ce qui concerne votre couple, votre vie de famille, votre vie de foyer et venir l'appliquer directement. Il faut réfléchir dans la vôtre. Il faut vraiment réfléchir, analyser autour de vous, savoir ce qui est bien pour vous, pour votre mari, pour votre homme, pour votre femme et pour vos enfants. Exactement. Du moins, je vais conclure tout simplement en disant ce n'est pas une question de savoir comment traiter son partenaire. C'est une question de comment vivre dans la société. Parce que après tout, c'est ça en fait. Quand tu arrives à vivre dans la société, tu vas avoir le bagage nécessaire pour savoir comment est-ce que dans ton couple, tu dois pouvoir avancer. Voilà. Bien, merci à tous. C'est donc tout pour la causerie de ce matin. Avec plaisir. Nous allons marquer une courte pause et revenir tout juste après. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, donc de retour dans cette émission, vous êtes sur SOS Docteur TV et dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien. Alors, tout de suite, l'info du jour et nous parlerons de la signature de partenariat entre l'ONMT et First Motors. C'est juste après le jingle.
Alors Willy, déballe-nous les choses. Bien sûr, avec plaisir. Tu l'as dit, l'Ordre national des médecins du Togo et General First Group unissent leurs forces. C'était hier au siège de l'ONMT où les deux structures ont signé un accord de partenariat. Le but est doter les formations sanitaires de groupe électrogène de Mark Perkins pour assurer la continuité des soins, même en cas de délestage. Compte rendu de cette signature avec Victorine Diagoui. Assurer la continuité des soins et garantir l'accès à l'énergie, tel est l'objectif du partenariat entre General First Group et l'ONMT. Spécialisé dans la fourniture de groupes électrogènes de qualité, General First Group équipe les formations sanitaires du Togo. Il s'agit de permettre aux professionnels de santé de travailler sans interruption, même en cas de délestage. Toujours dans le souci de pouvoir permettre à l'Ordre national des médecins du Togo d'exercer leur métier en toute sécurité quand il s'agit de la fourniture du courant électrique. C'est pour ça que nous y avons pensé et nous nous sommes dit que nous devons mettre notre matériel, qui est le groupe Perkins, à la disposition de l'Ordre national des médecins du Togo, afin de leur permettre d'exercer, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans toute tranquillité, même s'il y a des délestage, même s'il y a des intempéries au niveau de l'énergie électrique au niveau de notre pays, nous nous assurons à ce que ce partenariat, cet accord de partenariat entre eux et notre groupe FES General Motor puisse être la structure qui va leur venir en aide. Pour l'Ordre national des médecins du Togo, cet appui vise à protéger la vie des patients et à sécuriser les équipements médicaux sensibles. C'est un partenariat à propos de livraison de groupes électrogènes. Et parce que tout le monde sait les problèmes de délestage que nous avons de temps en temps dans des quartiers. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec des lieux de soins. Parce que dans les lieux de soins, il y a des situations qui viennent en aigu où il faut résoudre le problème en même temps. Et tous nos appareils utilisent de l'énergie. Et vous savez que la médecine conventionnelle utilise beaucoup d'appareils. Et que ce soit pendant l'opération, que ce soit pour faire de la biologie, pour faire aussi de l'exploration. Tous ces appareils ont besoin d'énergie. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les appareils soient des appareils de qualité, afin que nous puissions offrir des soins de qualité à nos populations. Au-delà d'un simple équipement, ce partenariat constitue une avancée majeure pour renforcer la résilience des centres de santé face aux coupures d'électricité. Un engagement concret au service du système de santé togolais. Voilà à l'instant la signature de partenariat entre l'ONMT et FES Motors pour éviter donc les coupures, les délestages lors donc des soins à l'hôpital. Très belle initiative également, la féliciter. Alors on poursuit cette émission, on va parler donc de santé environnement aujourd'hui. Vous savez, un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain, c'est l'essentiel. Et le thème retenu pour santé environnement aujourd'hui, c'est boire de l'eau glacée quand il fait chaud. Bonne idée ou fausse habitude? Voilà. J'espère qu'il y a des gens qui nous suivent, qui le font régulièrement. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer un peu si c'est une bonne idée ou une fausse habitude. Vous savez tous, hein, quand il fait chaud, le premier réflexe, c'est de prendre de l'eau glacée. Oui. Bien tapée, comme on aime le dire. Que veux-tu? Mais est-ce que réellement c'est bénéfique pour l'organisme ou simplement c'est une habitude qui mérite d'être revue? Juste après le jingle, je vous déballe tout. Voilà, comme je vous le disais, boire de l'eau glacée quand il fait chaud, bonne idée ou fausse habitude. Vous savez, quand il fait chaud, notre corps perd beaucoup d'eau à travers la transpiration. Et il est donc essentiel de bien s'hydrater, c'est-à-dire l'eau très glacée n'est pas toujours meilleure, n'est pas toujours le meilleur choix parce qu'elle est bu rapidement après une longue exposition au soleil ou après un effort physique. Maintenant, je vous donne les effets d'une eau trop glacée et ensuite comment arriver donc à avoir le bon réflexe pour éviter cela. Boire déjà une eau très froide peut provoquer chez certaines personnes, bien sûr, une sensation de choc au niveau de la gorge. Ça dépend de la façon dont l'eau est tellement glacée. Parce qu'il y a des eaux qui sont tellement glacées où ça a tendance à se former en glaçon.
Voilà. Et c'est comme ça que les gens aiment. Certains, bien sûr. Il y a aussi... comme ça. Hein. Voilà. Ça détend le cœur. Tu en fais partie. Tu en fais partie? Non, non, non. Bon, d'accord, si tu insistes. Il y a aussi des douleurs dentaires, voilà, si les dents, vous avez des dents très sensibles, et aussi ça peut provoquer des crampes ou des inconforts digestifs. Parfois aussi, c'est des maux de tête liés au froid chez certaines personnes parce que chaque organisme a son allergie. Et de plus, une eau glacée, en fait, ne refroidit pas le corps plus efficacement qu'une eau simple fraîche. Donc, ce qui compte avant tout, c'est de boire suffisamment. Maintenant, les bons réflexes qu'il faut adopter dans ce genre de situation, c'est qu'il faut privilégier une eau fraîche plutôt que glacée. C'est ce que vous voyez. C'est-à-dire, il faut boire régulièrement tout au long de la journée, même sans attendre d'avoir soif. C'est-à-dire que vous déplacez forcément avec une petite bouteille d'eau, pas forcément attendre d'avoir soif, voilà, à une durée tellement longue avant de pouvoir boire de l'eau, mais essayez quand même de boire régulièrement tout au long de la journée. Et justement, après un effort physique, pour ceux qui ont l'habitude d'aller peut-être à la salle ou aller faire donc du sport régulièrement, vous vous hydratez progressivement par petites gorgées, c'est-à-dire avec votre bouteille d'eau, par moment, vous prenez de petites gorgées pour essayer quand même d'éviter la déshydratation. Et surtout, consommer des aliments qui sont riches en eau, comme la pastèque par exemple, le melon, le concombre, l'orange, voilà, et j'en passe. Évitez surtout les boissons qui sont très sucrées, qui favorisent davantage la déshydratation. Parce qu'il y a certaines personnes en période de chaleur, bien parfois ils se disent, bon, pas forcément de l'eau glacée, mais une boisson sucrée, très glacée. Les boissons sucrées ne remplacent pas l'eau en soi. Effectivement. Il y en a qui en raffolent, mais en réalité, c'est pas bien. Comme tu l'as dit, c'est pas du tout bien pour l'organisme. Donc, pour ceux qui veulent sucrer, j'ai une astuce pour eux juste après que tu finisses. Intéressant. Et je finis déjà d'ailleurs. Et le véritable secret, comme je le disais, pour supporter la chaleur, n'est pas de boire une eau très glacée, mais surtout de maintenir une bonne hydratation tout au long de la journée. Toujours avec une bouteille d'eau pour boire régulièrement. Et en période de forte chaleur, prenez soin de votre corps avec des gestes simples, buvez régulièrement, privilégiez une eau fraîche et restez bien hydraté. Et là, votre organisme forcément vous remerciera. Et on va finir avec ton astuce. Pour ceux qui veulent justement un peu de sucré dans l'eau pour s'hydrater, c'est simple. Hein. Juste prendre couper juste une orange en deux, vous la coupez en deux, vous en pressez juste un peu dans de l'eau fraîche. Pas pas forcément fraîche, hein, même simple, mais si vous pouvez l'avoir à une température, entre 10 4 degrés, c'est déjà bien. Et vous la mettez dans de l'eau, vous allez avoir la sensation de boire un peu sucré, en vous hydratant, et puis c'est sain, c'est simple, sans sucre ajouté, puis c'est bon. Intéressant. Et il y en a même qui parfois remplacent le sucre avec peut-être du miel. Du miel, oui. Voilà, ça dépend aussi du goût de tout un chacun. Mais dès que la substance qui rentre dans l'eau devient trop importante, ça n'hydrate plus vraiment. Effectivement. Comme de l'eau simple. Donc c'est ça que je disais de presser juste pour avoir le goût. Voilà, la saveur de l'orange et puis ça remplace le sucre que vous voulez, et puis c'est parfait. Intéressant. Merci beaucoup. De toute manière, vous allez boire beaucoup de sucreries. Si vous avez soit vous allez forcément boire de l'eau. Effectivement, effectivement. Il y a toujours ce manque là qu'on ressent. C'est ça, les sucreries jouer quoi. Donc l'essentiel, il faut toujours avoir la bouteille d'eau à côté pour pouvoir s'hydrater régulièrement. C'est très important. Ce sera tout pour Santé Environnement consacré à boire de l'eau glacée quand il fait chaud. Bonne idée, il faut s'habituer. Avec bien évidemment l'astuce de Ezekiel. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, hein, parce que moi j'aime beaucoup ta rubrique santé environnement parce que ça nous permet quand même de pouvoir être en harmonie avec l'environnement et tu nous donnes de très bonnes astuces. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors nous allons poursuivre cette émission bien entendu avec les mots doc. Vous savez, c'est cette rubrique là qui vous permet de repartir gagnant à travers les quiz qu'on propose tout juste après. Donc suivez les mots doc et le thème retenu pour cette semaine c'est gourou accoucheur et tout juste après le quiz et on revient juste. À tout de suite.
c'est quoi ça? Non, non, j'ai fini, j'ai rentré à la maison. Ah, tu as fini? Oui, oui. Mais je partais là, j'ai vu quelque chose, pour moi, je ne peux pas laisser ça. Ah bon? Je t'avais parlé d'une de mes petites là. Une petite? Oh, toi aussi, tu ne te rappelles pas? Je t'ai parlé d'une de mes petites qui m'a fait souffrir. J'ai dit, j'ai payé iPhone, les mèches humaines. Et elle a bouffé mon argent qu'elle a bouffé là. Ça vaut 10 mois de ça. Ah, attends. C'est pas celle que le petit Bengui est venu enceinte là. Voilà! Ah, c'est ça même. Elle a accouché? J'ai dit, elle n'a pas encore accouché. Je partais dessus, j'ai vu, des parents sont venus, sont en train de la mettre sur Brantard. Donc elle vient ici. Non. Elle va venir. Donc ce que je te demande là, il faut m'arranger. Il faut la faire souffrir. Ton Dieu souffrance là, il faut mettre ça sur elle. Donc tu sais que moi on me dit pas ça. Non, moi je te dis ça. Fais ça. D'accord. Ben tu donnes combien? Hey, toi aussi, est-ce qu'il y a ça entre nous? Ah, non, hein. En fait d'argent on ne s'amuse pas. Hein. C'est un business. Bon. C'est du gagnant-gagnant. Moi je vais faire ça, je gagne quoi? D'accord. Je vais te donner 5 000. Attends, tu m'as bien regardé? Quand moi je descends à 5 000. C'est un service, je te demande. Bon, d'accord, je fais rien. Donne 10 000. Ou bien je fais 10 000, hein? 10 000. Mais fais le travail. Non, 15 000. Oh non, 10 000, tu fais le travail. Pardon. Faut donner. Tiens. Voilà. Pardon. Non, laisse. Non, laisse. Moi là, on ne peut pas m'escroquer impunément. Il faut la faire souffrir. Il ne faut pas aller loin. Ok. Va. Je suis là, je compte sur toi. Ouais. Déposez-la. Vous allez où? Vous allez où comme ça? Ah, mais Pépé, on va aux urgences. Pour faire quoi? Elle a mal, elle est enceinte. C'est vous qui l'avez enceintée? C'est vous qui l'avez enceintée? Audrey n'est pas là, tu prends parti. Je vais te gifler. Quelqu'un n'a qu'à toucher. Pépé, la dame là souffre. C'est elle qui t'a dit qu'elle souffre. En douille. Si tu as touché, je vais te gifler. Avant de rentrer là, c'est moi qui donne l'autorisation de qui rentre pas. Ok. Tu comprends? J'ai compris, Pépé. Si Audrey n'est pas là, la personne habilitée à faire accoucher ici, là, c'est moi. Mais il y a d'autres femmes, il y a d'autres infirmières, non? Je m'en fous. Chacun a sa spécialité ici. Moi là, je peux faire accoucher. Pépé, toi, tu peux faire accoucher celle-là ici. Ça là, elle peut accoucher. Elle peut accoucher. Attends, moi, je peux la faire accoucher. Ok, Pépé, on te regarde. Bon, attends. Tonton, on regarde. Pépé, ta femme là, faut la faire accoucher. Pépé. Ouais, attends. Tu n'as pas un téléphone là-bas? Non, il n'y a pas de téléphone. Problème de réseau. Pépé, tu cherches quoi? Attends, je me lance sur YouTube. Pour voir comment on accouche. Attends. Pendant ce temps, elle est en train de souffrir. Ah, c'est elle qui t'a dit qu'elle souffre, c'est quoi même? Pépé, faut faire vite, pardon. Attends, comment on fait accoucher? La connexion. Petit, quitte là. C'est l'argent qui est en train de passer comme ça. Oui, alors Richard, j'ai dit, ta tante, elle est sage-femme, non? Elle est sage-femme. Bon, elle t'a jamais appris comment on fait accoucher? Il y a quoi? Elle ne bouge plus. Attends, je te rappelle. Prenez-la rapidement. Vous allez laisser mourir l'enfant des gens. Prenez-la, allez aux urgences. Vous allez tuer l'enfant des gens. Oh! Mais ils ont failli tuer l'enfant des gens. Mais ces brancardiers là, vous êtes 5 heures. Bienvenue au quiz game du jour des Modoc. Quelle est la durée moyenne d'une grossesse? A. 3 mois. B. 6 mois. C. 9 mois. D. 12 mois. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.
Voilà, c'était donc les mots doc avec Gohou Michel et toute sa team. J'espère que vous aurez à jouer tout simplement au jeu et à remporter un gros lot parce que nous aurons à faire le tirage au sort vendredi dans cette émission. Bonne chance à vous tous. Alors, Willy, nous allons marquer une pause. Bien sûr, transition musicale, bien évidemment, avant de revenir sur ce plateau pour parler à l'hôpital avec Marie-Esther. Vous restez toujours avec nous, chers téléspectateurs, transition musicale. La vie est si chère qu'il ne faut pas la bafouer. Mais dans la mer, luttons tous contre ce fléau qui mine notre Afrique. Stop Ebola. Bana judo bin aufeya farafina jamanaka Bana ju intoguti Bana itogo Ebola Ala ni nabila ayuba keneya Ala ka Ebola bana ju bampe Ala ka ukisi Ebola bana ma bana juba Ebola Antifeo Antifeo Évitons tout contact direct avec le sang et les liquides biologiques. Évitons la consommation de la viande sauvage. Afin de bannir loin de nos cités. Ebola banakona avec un atchenike un adantige ona. Ebola avec un atchenike Fafina. Merci de toujours rester en notre compagnie dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. Nous sommes dans le tout dernier virage dans cette émission avec Marie-Esther, Ezekiel, Blandine Massada, à l'hôpital, cette fois-ci avec Marie-Esther. Tu es prête? Oui, je suis prête. Let's go, jingle. À l'hôpital aujourd'hui, tu nous parles de l'électrophorèse, un examen essentiel pour la santé. Effectivement, William, aujourd'hui, nous allons parler de l'électrophorèse, un examen essentiel pour la santé. Nous avions déjà eu à parcourir un peu ce que c'était. On a parlé de la définition, on a parlé des différents types d'électrophorèse. Aujourd'hui, nous allons plus aller en profondeur. Nous allons comprendre ce que c'est que l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors, quand nous parlons de l'hémoglobine, c'est une protéine. Il faut savoir que c'est une protéine présente dans les globules rouges. Et son rôle est de transporter l'oxygène des poumons vers les différents organes du corps. Et quand nous parlons de l'électrophorèse de l'hémoglobine, cela fait référence à mettre la différence entre les formes d'hémoglobine qui sont présentes dans le sang. Alors aujourd'hui, on parle de la drépanocytose et beaucoup de personnes ne savent pas vraiment ce que c'est. Et quand nous parlons de l'électrophorèse de l'hémoglobine, nous voulons faire référence à la drépanocytose. Et quand on parle de drépanocytose, il y a différents profils. Quand nous parlons de principaux profils d'hémoglobine, nous faisons référence par exemple au profil
de différents profils. Par exemple, quand nous prenons les AA, souvent on entend parler des AA, des AS, des SSS, des SC. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es AA, cela veut dire quoi? AA, quelqu'un qui est AA, cela veut dire que c'est un profil normal. La personne ne porte pas le gène de la drépanocytose. Cette personne-là, elle est normale, elle n'a pas la maladie de drépanocytose. Il y a le porteur AS, il y a le profil AS, pardon. Ce porteur, c'est un porteur sain. La personne n'est généralement pas malade, mais elle peut transmettre le gène de la drépanocytose à ses enfants. Et nous avons les AC. Et quand nous prenons les AC, c'est un porteur sain qui porte l'hémoglobine C. Quand nous avons, il y a le profil SS. C'est une personne, quand on parle de SS, automatiquement, cette personne, c'est une personne qui est atteinte de la drépanocytose. Il y a le profil SC. Le profil SC, c'est une forme de drépanocytose résultant de l'association de l'hémoglobine S et de l'hémoglobine C. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des personnes autour de nous qui souffrent de la maladie de la drépanocytose. Tout cela, c'est parce qu'ils n'ont pas eu à faire à l'avance leur test de l'électrophorèse pour pouvoir déterminer quel est leur profil en réalité, afin de savoir avec qui ils devaient se mettre. Alors, pourquoi est-il important de connaître son statut hémoglobinique? Connaître son statut hémoglobinique permet de prévenir la naissance d'enfants atteints de formes sévères de drépanocytose. Cela permet de bénéficier d'un conseil médical adapté avant un projet de couple ou un projet de grossesse. Aujourd'hui, nous pouvons voir les enfants qui sont nés avec la drépanocytose déjà très jeunes, ils souffrent. Mais si ces personnes avaient eu déjà fait de base cet examen, ils sauront comment est-ce que ils allaient planifier tout cela, ils recevront des conseils des médecins. Cela permet d'assurer une meilleure prise en charge des personnes concernées. Et cela permet de sensibiliser les familles au risque de transmission de la maladie. C'est très très important. Aujourd'hui, la drépanocytose fait beaucoup de ravages. Beaucoup de petits-enfants, beaucoup de personnes sont atteintes. Nous devons vraiment prendre cet examen d'électrophorèse au sérieux. Car cela, c'est toute une vie. On parle de toute une vie, on parle de toute une santé. L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est un examen simple, accessible et d'une grande importance. Connaître son statut AA, AS, AC, SS ou SC permet de prendre des décisions éclairées pour sa santé et celle de sa future famille. Faire son électrophorèse aujourd'hui, c'est contribuer à protéger les générations de demain. C'est très important. Alors, allez, rendez-vous dans un centre médical, à la clinique, faire votre test d'électrophorèse. Moi, je le dis à ceux qui veulent entendre que pour moi, aujourd'hui, continuer à faire des enfants drépanocytaires, c'est limite un crime. Hein. C'est limite un crime. Il faut que la sensibilisation continue. Il faut que les zones rurales aussi soient aussi touchées pour que ils soient au courant d'un tel examen qui est possible. Donc, pour moi, il faut faire attention, se tester. Dès que vous entrevoyez quelque chose de sérieux, commencez à faire les bons tests, parce que c'est pas coup de panne complet qui va vous amener quelque part. Hein. C'est faire les bons tests pour justement savoir si vos enfants ont un avenir ou si vous avez un réel avenir ensemble ou pas. C'est important parce que même dans les églises même, il faut vraiment instaurer cela. Bien sûr, les églises qui font ça maintenant. Instaurer cela parce que c'est très important. Le foyer, il faut 2 personnes qui déjà vous avez des sentiments pour vous. En même temps, le premier réflexe serait, on va à l'hôpital, on va faire ce test. C'est très important pour éviter certaines maladies, certaines... Pas que ça, hein. Faites tous les tests. Exactement. Tous les tests. Ça va éviter aussi les conflits dans les foyers. Exactement. Tous les tests, parce que... Tous les tests. Pas forcément dire que c'est spirituel. Hein. Mais j'avais aller prier, faire jeûner, prière. Mais pourtant, il faut faire tous les tests. J'accepte mon cœur. En tout cas, il ne faut pas aller faire jeûner, prière pour ça. Il faut aller faire les tests tout simplement. Mais je crois que dans les églises, il y a vraiment ces tests. Oui, non. Justement, je pense que maintenant, il y a des églises maintenant qui ne badinent plus avec ça. Même à quelques jours même avant le mariage, on va vous dire de faire encore le test de grossesse. Et ça, c'est eux qui payent ou bien? Bon, mais c'est faire des coûts à des moins de coûts. Parce que je pense qu'il y a des églises maintenant
Un partenariat peut-être. Oui, avec la sensibilisation qui se fait dans les églises. Il y a même quelqu'un de la communauté même qui t'amène. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a des gens qui se marient avec des mais c'est dommage parce qu'après tout, c'est pour leur bien. Donc, il y a des actions foraines dans les églises. Donc, franchement, je pense que vraiment, il faut saisir l'occasion d'aller vers ce genre d'action aussi. C'est important. Ce sera tout. Merci beaucoup. Point final donc à ce numéro de Plateau du bien-être de ce mardi. Merci, chers amis. Toujours un plaisir. On se retrouve demain pour parler sport. On va parler sport. Avec les 3 pays organisateurs. Ah oui, exactement. Et Cristiano Ronaldo aussi. Avec les derniers pays africains, en tout cas les 2 derniers pays africains. Oui, l'Égypte et ce soir. Oui. On verra bien l'Égypte et Maroc, c'est ça? Égypte et Maroc, pour l'instant, l'Égypte jouera ce soir face à l'Argentine. Parfait. À 16h. Intéressant. Donc le rendez-vous, vous l'avez compris, c'est demain à partir de 10h30 sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut pour l'heure. Excellente suite de nos programmes. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se dit à très bientôt.